Bonsoir, il s'agit d'une partie méconnue de l'histoire de l'Égypte antique. Et pourtant, dans des temples et des tombeaux de pharaons, les archéologues ont révélé le passé de femmes très puissantes. Ce soir, Science Grand Format vous propose de découvrir les prêtresses égyptiennes. Elles portaient le titre de divines adoratrices du roi des dieux, Amon, dont elles étaient les épouses. Au sein du temple de Karnak, à Thèbes, les vestiges retrouvés témoignent du pouvoir considérable détenu par ces femmes dans le domaine religieux et politique. Dominant la hiérarchie du clergé, elles possédaient également des richesses très importantes et dirigeaient une vaste administration. L'une des plus célèbres divines adoratrices est Hatshepsut. Elle voulait s'emparer du pouvoir et elle y est parvenue en devenant reine pharaon, prouvant qu'une femme peut diriger au même titre qu'un homme, et c'est d'ailleurs la première grande femme dont l'histoire ait gardé le nom. Pendant son règne, tous les excès sont permis. De grandes fêtes sont organisées pendant lesquelles l'ivresse et la luxure n'ont pas de limite. Le but étant de s'unir aux dieux par le biais de la sexualité synonyme de fertilité. Ce passé sulfureux montre l'attitude résolument moderne de ces femmes. Le pouvoir des prêtresses égyptiennes, c'est à suivre tout de suite sur France 5 et à partager sur notre site France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. Nous pensions bien connaître la vie des pharaons d'Égypte. Pourtant, des travaux archéologiques récents ont révélé l'existence d'un pouvoir de l'ombre tenu par des femmes. Dans le sanctuaire du temple le plus sacré du pays, elles organisaient des cérémonies religieuses pleines de mystères. Ces femmes avaient une influence considérable. On racontait qu'elles étaient les épouses du roi des dieux, Amon. Au 8e siècle avant notre ère, les divines adoratrices d'Amon étaient les personnes les plus puissantes d'Égypte. Aujourd'hui, des spécialistes étudient les fresques des sites sacrés pour redécouvrir leur histoire et tenter d'identifier la source de leur pouvoir. Dans l'Égypte ancienne, du point de vue de la loi, les hommes et les femmes étaient égaux. Ces recherches révèlent le pouvoir politique et charnel qu'elles exerçaient dans les temples. Les ruines des grands temples d'Égypte renferment de précieuses informations sur un ordre religieux et politique important dans l'histoire antique du pays. Sur la rive occidentale du Nil, des tombeaux recèlent des indices étonnants. La nécropole de Thèbes est l'une des plus vastes et des plus anciennes au monde. La tombe TT49, qui date de 1320 avant notre ère, est fermée au public. Seuls les archéologues peuvent y accéder. À l'intérieur, les murs sont ornés de fresques aux couleurs vives. Pendant des siècles, ces œuvres ont été masquées par une couche épaisse de poussière et de suie. Les tombeaux étaient habités pendant plusieurs siècles. Les gens qui y vivaient cuisinaient entre ces murs. La fumée et des huiles de cuisson se sont déposées sur les peintures qui ont peu à peu disparu sous un film noir. Le nettoyage des fresques est très délicat. À l'aide d'une technologie laser innovante, une équipe de conservateurs élimine les dépôts et la saleté pour révéler les décorations d'origine. Ils font une découverte surprenante. Cette peinture représente le temple d'Amon et le complexe religieux de Karnak
tels qu'ils étaient il y a 3000 ans. Ils étaient au cœur d'une vie très active. Comme les cérémonies religieuses qui se tenaient dans le sanctuaire, ou encore le travail des agriculteurs dans les champs et avec le bétail. Les conservateurs ont réalisé un travail extraordinaire. Maintenant, on voit les détails des peintures qui ont résisté au temps. C'est presque un exploit. Ces œuvres démontrent que Karnak était un centre économique important, un lieu de grande richesse. D'autres peintures représentent des prêtresses qui portent des offrandes. Elles attestent de la place centrale que les femmes occupaient au temple. Les voici en compagnie de Néferhotep, intendant en chef du complexe de Karnak. Ce tombeau est le sien. La beauté des lieux témoigne de sa richesse. Malgré son statut, Néferhotep n'avait aucun droit de regard sur les activités au sein du complexe. L'étude d'éléments découverts sur un autre site de Thèbes permet de savoir qui dirigeait vraiment le temple. Cet escalier mène au niveau inférieur d'une autre sépulture. Ici repose Pabassa, l'un des successeurs de Néferhotep au poste d'intendant en chef. En étudiant les fresques de sa tombe, les archéologues ont fait une découverte fascinante. Ce n'est pas Pabassa qui dirigeait Karnak. Sur ce bas-relief, il se tient derrière sa supérieure, qui fait une offrande aux dieux. Ces hiéroglyphes confirment que c'est elle qui détient le contrôle de Karnak et de ses richesses. Elle possède l'un des titres les plus importants du pays, celui de divine adoratrice d'Amon. L'égyptologue Maria Mayad travaille sur le statut de ces femmes depuis de nombreuses années. Plus que des prêtresses, elles étaient considérées comme les épouses du dieu Amon. La divine adoratrice dominait la hiérarchie du clergé de Karnak. Elle occupait une place de premier plan du point de vue de la religion. Grâce à ce rôle unique, elle faisait partie de la famille royale. Et elle était indépendante financièrement. Dans l'Égypte antique, Karnak était appelé le plus estimé des lieux. Le site est dominé par un vaste temple, l'enceinte d'Amon-Ré. Sa construction, il y a plus de 3000 ans, s'est déroulée pendant les règnes de plusieurs pharaons. Ces vastes salles et ses cours sont séparées par des allées processionnelles. Ce sanctuaire était consacré au grand dieu Amon-Ré. Pour les pharaons établis à Thèbes, Amon était le roi des dieux, à l'origine de la fertilité et de la création. On considérait à l'époque qu'il avait protégé le pays des invasions étrangères.
La divine adoratrice est chargée de répondre aux besoins terrestres d'Amon. Selon la croyance, le dieu quitte régulièrement l'au-delà pour apparaître dans le sanctuaire du grand temple. La divine adoratrice offre de la nourriture à Amon. En échange, le dieu continue de protéger l'Égypte et permet à ses terres de rester fertiles. En tant que première prêtresse, la divine adoratrice d'Amon profitait des retombées économiques du vaste complexe de Karnak. La divine adoratrice d'Amon avait un pouvoir économique et religieux comparable à celui du pape au Moyen-Âge, qui gérait une véritable fortune et jouissait d'une grande autorité religieuse. Dans l'enceinte d'Amon, au cœur du complexe de Karnak, la divine adoratrice organisait des cérémonies dont l'enjeu était la survie du pays. Pour en savoir plus sur ces rituels, Maria Mayad étudie les monuments sacrés des lieux. La Chapelle Rouge est l'un des édifices les plus extraordinaires de Karnak. Ses murs sont parés d'œuvres fascinantes. Parmi les fresques préservées, certaines représentent la divine adoratrice lors de ses rituels au temple. Ici, elle se prépare à entrer dans le sanctuaire. Les vagues symbolisent l'eau qu'on verse sur la tête et le corps de la prêtresse. Elle prend part à un rituel de purification. Elle se tient dans une petite cuve d'eau. Ses cheveux recouvrent son visage et on la lave. Dans toutes les cultures du monde, celui qui procède à un rituel religieux doit d'abord être lavé et purifié. À l'issue de cette cérémonie, la divine adoratrice peut entrer dans le temple. Auparavant, seul le pharaon et les grands prêtres avaient l'autorisation de franchir ces portes. Le privilège accordé à la divine adoratrice témoigne de son pouvoir grandissant. Une fois à l'intérieur, elle réalise un rituel afin de protéger l'Égypte de ses ennemis. Dans ces scènes gravées sur les murs de la Chapelle Rouge, la divine adoratrice, accompagnée d'un grand prêtre, brûle des éventails qui symbolisent les ennemis de l'Égypte après leur capture. C'est la représentation classique des ennemis de l'Égypte dans l'iconographie de l'époque. Un prisonnier à genoux, les mains attachées dans le dos. Pour les Égyptiens, le fait de brûler l'image d'une personne revenait à immoler l'ennemi par le feu. Plus que de blesser son rival, on cherche à le faire disparaître. Autrefois, ce rituel essentiel était mené par un grand prêtre ou le pharaon en personne. Désormais, c'est la divine adoratrice qui officie. Mais l'une de ces prêtresses ne se satisfait pas de ce statut et aspire à plus de pouvoir. Elle veut devenir reine. Au cœur de la nécropole de Thèbes, on découvre la splendeur du vaste temple de Der el-Bahari. Adossé à la paroi rocheuse de la montagne, le temple s'élève sur 3 niveaux en terrasse,
reliées entre elles par de longues rampes et soutenues par des colonnades. Dans cette plaine désertique, Der el-Bahari semble aujourd'hui terne et aride. Mais autrefois, il était entouré de jardins luxuriants. Une longue avenue bordée de sphinx menait au temple et à son parc verdoyant. Ce site, presque aussi grandiose et impressionnant que les pyramides de Gizeh, n'a pas été édifié pour un pharaon. Sa construction a été réalisée à la demande d'une femme, ancienne prêtresse. Elle s'appelait Hatshepsut. Fille de pharaon, Hatshepsut sait très tôt qu'elle deviendra une divine adoratrice d'Amon. Elle est encore jeune quand elle accède à cette fonction. Elle découvre les cérémonies sacrées et étudie l'organisation religieuse de Karnak. En tant que divine adoratrice d'Amon, Hatshepsut était chargée de présenter Ma'at aux dieux pour garantir la justice et maintenir l'ordre cosmique. Ces tâches étaient aussi celles du pharaon. Hatshepsut contrôle également les finances de Karnak et a de nombreux employés à son service. Elle espère que ses serviteurs la soutiendront lorsqu'elle tentera de s'emparer du pouvoir. La patience de Hatshepsut est récompensée. Vers 1480 avant notre ère, elle épouse le pharaon Thoutmôsis II. Affaibli et malade, le pharaon meurt au bout de 3 ou 4 ans de règne. Son tout jeune fils lui succède. Hatshepsut en est la belle-mère, mais en tant que grande épouse royale du pharaon défunt, elle devient régente du royaume. Très vite, elle se proclame reine pharaone. On ignore comment la population a réagi à cette prise de pouvoir par une femme. Mais la splendeur des sites qu'elle a fait construire témoigne de sa puissance. Der el-Bahari est la marque de la gloire et de la prospérité du règne d'Hatshepsut. Des reliefs relatent le voyage organisé par la reine dans le sud du pays pour s'approvisionner en arbres à myrrhe, source du plus recherché des encens. L'encens était un élément essentiel des cérémonies du culte. On sait qu'Hatshepsut a mené plusieurs expéditions au sud-est qui ont permis de rapporter ces matières précieuses. Les années passent et son beau-fils, Thoutmôsis III, grandit. Hatshepsut sait que le jeune pharaon cherchera à prendre le pouvoir quand il en aura l'âge. Pour consolider son statut de reine, elle décide d'arborer les attributs masculins du pharaon. Ce portrait, gravé sur un mur de la Chapelle Rouge, la présente comme une femme. Mais des représentations ultérieures montrent sa métamorphose. Des statues de la reine Hatshepsut ont été érigées sur la terrasse supérieure de Der el-Bahari. La jeune femme, autrefois divine adoratrice du roi Amon,
a laissé place à une figure masculine. La poitrine bandée, elle arbore une barbe postiche et la coiffe d'un pharaon. Elle a désormais l'apparence d'un dirigeant égyptien classique. Hatshepsut a su prouver qu'une femme pouvait régner au même titre qu'un homme. Si en public elle a une allure masculine, ce n'est pas le cas en privé. Lorsque Hatshepsut était encore divine adoratrice, l'intendant en chef de Karnak était un architecte du nom de Senenmut. Devenue reine, elle lui confie la conception du temple de Der el-Bahari. Mais certains éléments indiquent que leur relation n'était pas strictement professionnelle. Une tablette datant de la 18e dynastie égyptienne décrit Senenmut comme le serviteur de la reine dans le palais de son cœur, celui qui satisfait tous ses désirs. Le plaisir sensuel est très présent dans la vie d'Hatshepsut, aussi bien en privé que dans ses fonctions religieuses. Pendant son règne, elle organise une grande fête religieuse où tous les excès sont permis, de l'ivresse à la luxure. Les archéologues qui étudient les œuvres de la tombe TT49 de la nécropole ont découvert des informations surprenantes sur ces festivités. Dans l'entrée de la sépulture, les conservateurs mettent au jour des peintures saisissantes. Des serviteurs transportent de grandes jarres de bière à l'occasion d'un banquet. Les convives boivent sans retenue. Les invités ne se contentent pas d'une petite quantité de bière. Ils boivent à même le goulot et vident les jarres. Au premier abord, il semble consommer de l'alcool pour passer un moment convivial. Mais de nouveaux travaux démontrent qu'il s'enivrait pour d'autres raisons. L'égyptologue Betsy Bryan a compris que ces fresques représentaient des scènes de fête de l'ivresse, un des rites les plus surprenants d'Égypte ancienne. Lors de ces manifestations, le but était de s'alcooliser. C'était complètement assumé et même encouragé. Pour les Égyptiens, c'était le moyen de se rapprocher des dieux. L'intérêt de Betsy Bryan s'explique par une découverte qu'elle a faite dans l'un des temples de Karnak. Au sud du temple d'Amon se dressent les vestiges du temple de Mout. Betsy Bryan y mène des fouilles depuis 2001. Son équipe a mis au jour les ruines d'une enceinte cernée de colonnes. D'après les inscriptions, ce site sacré était un temple unique dont la construction a été commandée par Hatshepsut. À environ 2 mètres de profondeur, nous avons trouvé des sections de colonnes qui dataient du règne d'Hatshepsut. Sur 6 piliers, des textes indiquent que ce monument a été érigé en l'honneur de la déesse mère, Mout, et qu'il s'agit d'un portique de l'ivresse. Cet édifice a été bâti spécialement pour la fête de l'ivresse.
Hatshepsut approuvait donc cette célébration hors du commun. En analysant les inscriptions et les peintures du temple de Mout et de la tombe TT49, les archéologues ont compris pourquoi Hatshepsut tenait à ce que cette fête se perpétue. Il s'agit d'un événement ouvert à tous les Égyptiens, hommes et femmes, quel que soit leur milieu et leur richesse. Lors des festivités, la déesse Hathor est symbolisée par une invitée. Comme Amon, cette divinité joue un rôle vital dans la protection du pays. Les convives s'enivrent dans le but de s'unir aux dieux. Au cours de cette fête nocturne, la majorité des participants s'alcoolisent jusqu'à être ivres-morts. Rien ne leur est interdit. Ils s'adonnent joyeusement à la débauche. Au petit matin, les hôtes sont réveillés au son des tambours. Encore accablés par les excès de la veille, ils sont plus calmes, plus sereins, comme la déesse Hathor. Quelques heures auparavant, dans un état second, ils se sont rapprochés d'Hathor et du roi des dieux, Amon. À présent, ils leur demandent de protéger les Égyptiens et leurs terres. Comme tout bon pharaon, Hatshepsut espère que les dieux protégeront son pays. Mais son goût pour ces rites est peut-être lié au rôle qu'elle tenait avant de devenir reine. Lorsqu'elle était divine adoratrice d'Amon, elle a sûrement pris part à la fête de l'ivresse. Il nous est impossible de savoir si elle buvait beaucoup, mais la consommation d'alcool faisait partie de ses fonctions de prêtresse. La divine adoratrice est peut-être même allée plus loin. Pour atteindre les dieux, les convives s'adonnent à d'autres plaisirs sensuels. Les hautes colonnes du portique de l'ivresse recèlent des indices sur ces activités. Le chapiteau en forme de lotus symbolise les relations sexuelles. Lorsqu'ils sont saouls, les invités se livrent à la volupté. À la fête de l'ivresse, il y avait autant d'hommes que de femmes. C'est peut-être dû au fait qu'on les encourageait à avoir des rapports sexuels. L'importance de la sexualité pourrait être en lien avec la fertilité. La fête de l'ivresse a lieu en été, saison de la crue du Nil. Ce phénomène naturel est essentiel dans la vie des Égyptiens, puisque les riches eaux du fleuve nourrissent la terre et favorisent les bonnes récoltes. Le Nil est en creux une fois par an. C'est une période de renouveau dans le pays. Comme la crue, la sexualité évoque la renaissance, la reproduction. La divine adoratrice d'Amon est, elle aussi, un symbole de sexualité et de fertilité, ce qui expliquerait sa présence à la fête.
Pour moi, il est clair que la divine adoratrice d'Amon représente la procréation, la création pour les dieux. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un lien. Cette place unique s'explique par une caractéristique surprenante de la société égyptienne. Dans l'Égypte ancienne, les femmes jouissaient d'une plus grande liberté sexuelle. Le mot vierge n'existe pas dans la langue de l'époque. Quand deux personnes se mariaient, elles vivaient sous le même toit. Et elles étaient libres de divorcer, de quitter le domicile conjugal et de se remarier sans être pointées du doigt. La littérature égyptienne montre qu'en matière d'amour et de sexualité, les femmes avaient une attitude résolument moderne. Les histoires et les poèmes d'amour nous donnent des indications sur les relations entre les hommes et les femmes. Les poèmes d'amour sont passionnants parce qu'ils semblent contemporains. Certains sont assez osés. Les femmes mises en scène dans ces histoires parlent comme les adolescentes d'aujourd'hui. Il y a par exemple cette jeune fille qui sort dans la précipitation alors qu'elle n'a pas fini de se coiffer et de s'habiller. Elle est pressée de retrouver son amant. Je serais aux anges si mon vœu le plus cher se réalisait. Tandis que ton bras repose sur ma poitrine, j'encourage mon rêve à se glisser en toi. Mon amour, dans l'obscurité de la nuit, accepte de devenir mon mari. Tout le monde n'est pas doué pour la poésie. Mais les femmes égyptiennes avaient d'autres moyens de se mettre en valeur. Une relique exposée à l'Ulster Museum de Belfast montre que certaines femmes étaient très coquettes. C'est ici que repose la momie de Takabouti, fille d'un prêtre d'Amon à Karnak. Cette femme vivait certainement à proximité de Karnak et avait un statut important. Takabouti a une coiffure très particulière. Ses cheveux sont doux, clairs et bouclés. C'est surprenant qu'elle ait été coiffée de cette façon, parce qu'à l'époque, la plupart des hommes et des femmes se rasaient la tête pour des questions d'hygiène. C'est donc un indice sur la personnalité de Takabouti. Elle prenait sûrement soin de son apparence et arborait une coiffure très élaborée jusque dans la mort. Les cheveux étaient un symbole sexuel puissant en Égypte ancienne. Dans les histoires de l'époque, les femmes séductrices sont souvent en train de se coiffer. Dans l'un de ces récits, une femme tente d'aguicher un homme qui lui dit « Mets ta perruque et j'irai au lit avec toi ». L'observation de la momie de Takabouti prouve que les Égyptiennes cherchaient à plaire. Cette particularité pourrait expliquer pourquoi la divine adoratrice d'Amon tenait une place primordiale dans la société. Les fresques qui ornent les temples de Karnak comptent parmi les plus frappantes de l'Égypte ancienne. Ces scènes à caractère sexuel pourraient être considérées comme pornographiques aujourd'hui. On y voit le dieu Amon en érection. Pendant longtemps, les archéologues n'ont pas réussi à interpréter ces images. Des reliefs présents dans une petite chapelle du complexe leur ont permis de percer ce secret. Cette œuvre, gravée sur la façade de la chapelle d'Osiris, représente la divine adoratrice prenant Amon dans ses bras. Les égyptologues ont compris qu'il y avait un lien entre ces images et le fait qu'Amon soit le dieu de la création et de la fertilité. Dans la plupart des sociétés antiques,
La fertilité était incarnée par une déesse symbolisant la terre nourricière. Mais pour les Égyptiens, la force de création était un attribut masculin. C'est intéressant de constater que la plupart des dieux de la fertilité, ceux qu'on associe à la création, sont des hommes. On ne considérait pas la femme comme créatrice de la vie lorsqu'elle attendait un enfant. Aujourd'hui, nous disons que la femme donne la vie. Dans l'Égypte antique, elle recevait un enfant. C'était l'homme qui concevait l'enfant en elle. L'association de la fertilité à une image masculine pourrait découler de la situation unique du pays. En général, les champs sont irrigués par les pluies. Mais en Égypte, c'est différent. Lors de la crue annuelle du Nil, les terres cultivées sont recouvertes d'eau et de limon. Pour les Égyptiens, ce phénomène était le fait d'Amon qui s'adonnait au plaisir solitaire. La terre créait donc sa propre semence, si on peut dire. Elle produisait les graines et amenait les eaux fertiles. Elle se fertilisait seule. Pour garantir la crue annuelle du Nil, il faut que quelqu'un stimule Amon. De toutes les tâches sacrées de la divine adoratrice, c'est la plus importante. Un rituel mystérieux se tient dans le temple d'Amon. D'abord, l'adoratrice secoue un sistre, instrument de musique dont le rythme envoûtant stimule les dieux. D'après les inscriptions, la divine adoratrice est aussi appelée la main du dieu. Et en tant que telle, elle mène le rituel jusqu'à son paroxysme. Comme c'était la main du dieu, elle représentait la part féminine de la création, de la reproduction. On ne sait pas précisément ce qui se passe lorsque la divine adoratrice s'approche de la statue d'Amon. Le déroulement du rituel demeure secret. Mais son issue ne fait aucun doute. Amon continuera de renouveler les cultures de l'Égypte. Grâce à la crue estivale du Nil, les récoltes seront abondantes. La divine adoratrice est donc la garante de la survie et de la prospérité du peuple. Elle détient un pouvoir considérable et ne se soumet qu'à la reine pharaon, Hatshepsut. Mais un événement va tout bouleverser. Au terme de 20 ans de règne, vers 1458 avant notre ère, Hatshepsut meurt. La reine pharaon, ancienne divine adoratrice d'Amon, n'est plus. Son successeur, Thoutmôsis III, en veut à celle qu'il a éloignée du trône pendant si longtemps. Déterminé à effacer le règne de sa belle-mère de l'histoire, il fait détruire les inscriptions et fresques qui évoquent Hatshepsut. Il supprime également le statut de la divine adoratrice d'Amon. Pourtant, des œuvres réalisées dans le tombeau d'une grande reine d'Égypte indiquent que 2 siècles plus tard, cette fonction a été rétablie. Construite vers 1250 avant notre ère, cette sépulture est un chef-d'œuvre de l'art ancien, surnommée la chapelle Sixtine égyptienne.
Les peintures représentent la reine vêtue d'une tenue de cérémonie, composée d'une robe blanche et d'une coiffe en forme de vautour. Cette parure est celle de la divine adoratrice d'Amon. Elle n'avait pas été représentée depuis 2 siècles. Malgré les efforts de Thoutmôsis III, son statut a revu le jour. Les gravures et les peintures du tombeau démontrent que cette femme était aussi l'épouse du plus grand des pharaons. Cette sépulture est celle de Néfertari, grande épouse royale de Ramsès II. C'est l'une des reines les plus célèbres d'Égypte et les plus aimées de son peuple. Un monument grandiose, érigé à sa gloire, se dresse aujourd'hui au bord du lac Nasser, en Haute-Égypte. Creusés dans la roche calcaire, les temples d'Abou Simbel ont été construits sur ordre de Ramsès II dans les années 1260 avant notre ère. Le grand temple, d'une hauteur de près de 30 mètres, est gardé par 4 colosses de Ramsès II. Ces gigantesques statues attestent du pouvoir et de la virilité du pharaon. Mais une femme est également mise à l'honneur à Abou Simbel. Juste à côté, on peut admirer le temple d'Hathor. Sa façade est composée de statues de Ramsès II, aux côtés de représentations de sa reine, Néfertari. Ce sanctuaire est le sien. C'est la 2e fois qu'un temple est édifié à la gloire d'une reine égyptienne. Au début du règne du pharaon, Néfertari se tient à ses côtés pendant les cérémonies officielles. Néfertari occupait une place importante à la cour de Ramsès II. Tout indique que le roi l'aimait profondément. En tant que divine adoratrice d'Amon, Néfertari connaissait les enjeux géopolitiques. Elle a ainsi joué un rôle primordial dans la conclusion d'un accord de paix avec les Hittites, les plus grands ennemis de l'Égypte. La guerre entre les deux peuples est relatée sur les murs intérieurs du Grand Temple. Ces reliefs retracent la bataille de Kadesh, qui a eu lieu en 1274 avant notre ère. C'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. Ils sont près de 6000 à s'élancer dans ce violent affrontement. Ramsès II et ses troupes remportent la victoire sur les Hittites. Sur ces reliefs, on voit le pharaon terrasser l'ennemi. Après cette bataille, il conclut un accord de paix avec le roi hittite. Ce traité est l'un des premiers de l'histoire. D'après les spécialistes,
la reine Néfertari aurait joué un rôle crucial dans cette victoire diplomatique. Néfertari a reçu une lettre de la reine des Hittites, Pudu-Epa, et elle lui a répondu. Nous avons des traces de cette correspondance diplomatique officielle. C'est une façon pour chacune de ces femmes de reconnaître le statut de l'autre. Ces lettres prouvent aussi qu'elles occupaient une fonction politique importante sur la scène internationale. Thoutmôsis III a voulu affaiblir le statut de divine adoratrice d'Amon. Mais 2 siècles après, Néfertari prouve que la prêtresse est une figure de premier plan de la vie politique égyptienne. Quelques siècles plus tard, elle accède à la consécration en devenant une déesse. La cité de Médinette Abou est une des merveilles de la nécropole thébaine. Les gigantesques pylônes du temple de Ramsès III dominent le site. Mais les petits édifices qui l'entourent sont encore plus fascinants. Il s'agit de chapelles funéraires construites pour les divines adoratrices d'Amon. Selon l'égyptologue Mariam Ayad, les textes gravés sur les murs témoignent de l'ascension des prêtresses. Une scène représente une cérémonie énigmatique pendant laquelle une divine adoratrice présente 4 veaux en offrande à 3 dieux. Le rite de conduite des 4 veaux est l'une des traditions royales les plus sacrées de l'Égypte ancienne. Seuls les rois pouvaient le pratiquer. Mais ici, la cérémonie est menée par une divine adoratrice d'Amon. En dessous, un autre relief laisse supposer qu'elle a accédé à un statut plus privilégié. 3 divinités se tiennent l'une derrière l'autre. Les 2 premières sont Horus, le dieu faucon, et la déesse Isis. La 3e porte la coiffe de la divine adoratrice. Elle a transcendé sa condition humaine pour devenir déesse. Sa présence auprès des dieux, à la même échelle que les dieux, démontre qu'elle est leur égale. Plus de 1000 ans après la création de sa fonction, la divine adoratrice d'Amon voit sa dévotion et son travail récompensés et devient une déesse. C'est désormais la femme la plus éminente du pays. Mais son ascension n'est pas le fruit d'une coïncidence. Elle démontre que les Égyptiennes étaient indépendantes et disposaient d'une grande liberté sexuelle. Elles avaient la possibilité de prendre leur vie en main. L'initiative du rapport sexuel appartenait aux femmes. Cette autonomie et cette liberté de choix se sont appliquées à toutes leurs décisions. Les hommes et les femmes avaient les mêmes droits. Une femme pouvait se présenter devant la justice. Elle pouvait être l'accusée comme la plaignante. Elle avait la possibilité d'être son propre avocat sans faire appel à un homme. Les divines adoratrices influencent le cours de l'histoire.
Ces femmes ouvrent la voie à la plus célèbre des reines égyptiennes. En 51 avant notre ère, Cléopâtre monte sur le trône d'Égypte. Maîtresse de Jules César, puis de Marc-Antoine, elle est l'incarnation du rapport dangereux et sulfureux qui existe entre sexe et pouvoir. Après sa mort, les Romains conquièrent l'Égypte et les femmes sont réduites au rang de citoyennes de seconde zone. Les divines adoratrices d'Amon disparaissent. Au cours des siècles qui suivent, l'histoire oublie ces femmes puissantes. Mais l'étude des sites antiques a permis de faire la lumière sur ces prêtresses et de mieux comprendre la vie que menaient les femmes égyptiennes. Des milliers d'années se sont écoulées, mais les vestiges de leur histoire demeurent dans les temples et les tombeaux les plus majestueux d'Égypte. La soirée se poursuit dans Science Grand Format avec un nouveau documentaire consacré cette fois-ci à Pétra, le joyau de l'Antiquité. Riche et puissante, cette ancienne cité nabatéenne située au sud de l'actuelle Jordanie était au carrefour des grandes routes commerciales de la Méditerranée. Et pourtant, Pétra a été abandonnée après une suite d'événements majeurs que vous allez découvrir tout de suite. La cité perdue de Pétra, c'est maintenant sur France 5.